surprise lorsque il m'a invité à participer à la journée parce que j'ai de la misère souvent à concevoir que les travaux que je fais avec le suivi des populations de tiques a vraiment un volet géomatique. Mais bon, il m'a convaincu de venir vous parler, particulièrement en ce sens où il y a un gros volet d'acquisition de données dans ETIC et que donc, il m'a juré que ça s'inscrivait là, dans le thème de la journée. Euh, donc, allons-y. Euh, je vais parler de quelque chose de vraiment différent de la présentation précédente. Donc, malgré que ça soit toujours relié aux changements climatiques et environnementaux, je vais vous parler un petit peu, en fait beaucoup, d'éthique. Et les dernières décennies ont vu là, beaucoup, beaucoup de changements très rapides liés avec la distribution de plusieurs espèces de tiques. Donc, on voit non seulement qu'il y a des changements au niveau de la distribution, mais des changements au niveau de l'abondance, la période d'activité aussi. Et donc, tout ça finit par se traduire généralement par une plus longue saison d'exposition aux tiques et donc aux morsures de tiques. Et selon l'espèce, bien sûr, une incidence accrue de possibilités de maladies reliées aux morsures de tiques. Donc, tout ça ensemble crée des problèmes au niveau de la santé publique qui sont relativement récents. Donc, c'est sûr qu'on est à une autre échelle que la COVID, on parle des dernières décennies, mais un problème qui est arrivé aux États-Unis en premier et qui, depuis environ 20 ans, continue de s'accélérer là, au Canada. Donc, il faut qu'on trouve une façon de suivre ces changements rapides-là. Donc, il y a deux façons, mais en fait, il y a plusieurs façons, mais les avenues qui sont généralement poursuivies sont celles du suivi des populations de tiques, donc d'essayer de comprendre année après année, saison après saison, où on retrouve les différentes espèces, particulièrement celles d'intérêt médical. Et bien sûr, en supplément et pour accompagner ces données-là, c'est aussi de faire le suivi des cas de maladies reliées aux tiques, donc le TBD, là, le Tick-Borne Diseases en anglais, et donc d'arriver à suivre et les tiques et les maladies transmises par les tiques pour arriver à réconcilier l'incidence de cas avec la distribution et l'activité des populations de tiques sont des choses qu'on doit faire pour arriver à mieux comprendre et éventuellement prévenir les maladies transmises par les tiques. Donc, le suivi d'éthique, c'est assez compliqué. On parle d'un petit arthropode qui est généralement considéré, je dirais peut-être pas très charismatique par la plupart des gens, mais c'est un arthropode que les gens sont de plus en plus habitués à voir. Donc, lorsque j'étais jeune, je ne me souviens pas du tout là, que ma mère m'ait jamais dit fais attention aux tiques quand tu vas aller jouer dehors. Ça ne faisait pas partie euh, de ses préoccupations. Tandis qu'aujourd'hui, j'habite en Estrie. On est dans une des régions où on a une très haute densité de tiques et malheureusement une très haute densité de la tique à pattes noires, qui est le vecteur de la maladie de Lyme au Québec. Donc, on voit vraiment une augmentation de la densité des tiques. On voit pas juste au Québec, à la grandeur du pays. Le problème, c'est que la surveillance des tiques tombe sous l'ombrelle de la santé. On a tous réalisé au cours de la dernière année, des 2 dernières années, que la santé, c'est vraiment un volet qui est géré au niveau provincial principalement. Et bon, les TIC ne sont pas tant intéressés là, par nos frontières géopolitiques. Et donc, on a de la misère à faire le suivi de ce qui se passe au niveau des distributions de certaines espèces, leurs activités à travers le pays. Donc, c'est très, très difficile d'avoir une vision globale parce que chaque province va avoir des, des, des- des programmes de surveillance qui sont différents, des ressources différentes aussi. Et donc, ça passe de zéro programme à des programmes très bien organisés. Et les données ne percolent pas très bien d'une province à l'autre. Donc, au niveau fédéral, c'est pas simple. On ajoute à ça que les populations de tiques semblent avoir facilement doublé si ce n'est pas plus, au cours des dernières années. Donc, les ressources humaines qui étaient allouées à l'identification des tiques. Donc, ici, je parle vraiment là, des laboratoires provinciaux et d'un un système de surveillance très classique où les gens, ou les vétérinaires, ou les médecins peuvent envoyer des spécimens de tiques qui doivent être examinés au binoculaire
Donc, les espèces sont identifiées, la paperasse est remplie, tout ça est retourné ou bien au médecin, au vétérinaire ou aux résidents. Ce sont des approches qui sont lourdes bureaucratiquement en termes aussi d'heures et qui demandent pas mal de personnel et malheureusement, les ressources humaines pouvant être allouées à la détection des tiques et à l'identification des tiques, elles sont très limitées parce que c'est généralement les mêmes personnes qui vont gérer tous les autres parasites quand ce n'est pas les virus et autres pathogènes. Donc, clairement, ça prenait une alternative aux méthodes traditionnelles. Et donc, c'est pour ça qu'il y a environ, je pense, 8 ans, je me suis dit que, bon, malgré qu'il y avait certaines limitations, que l'éthique était petite, mais que c'était peut-être le temps de penser à une façon différente de faire les identifications et de voir si on ne pourrait pas utiliser une approche qui est commune, donc d'utiliser des images plutôt que des spécimens pour essayer d'identifier rapidement les spécimens retrouvés par les gens. Donc, une approche, dans le fond, qui est inspirée de plein d'autres projets comme eBird, par exemple, ou eButterfly, d'autres initiatives qui reposent vraiment sur l'utilisation de photos. On parle ici des arthropodes qui sont très petits et donc pas évident au départ. Là, on parle, là, 8 ans, il y avait un petit peu de résistance au niveau de mes potentiels partenaires, à savoir est-ce que les photos seraient assez bonnes. Mais bon, globalement, c'était l'idée. Et ici, on parle pas seulement d'une idée qui était d'acquérir des données, mais qui, en fait, était ou visait beaucoup à fournir de l'information ciblée dans un très court délai. Parce qu'il y a certaines maladies transmises par les tiques dont on peut obtenir certains traitements très rapides pour prévenir la dissémination. Donc, il y a ici un facteur de rapidité qui est non négligeable parce que lorsqu'on envoie une tique par la poste dans un laboratoire provincial, on peut parler de délai de 3 à 6 semaines. Souvent, il est beaucoup trop tard. Donc, c'était vraiment une façon d'accélérer, pas juste l'identification, mais principalement le retour d'informations aux gens qui découvraient des tiques. Donc, comment ça fonctionne? Encore là, on n'a rien inventé. On s'est inspiré fortement de d'autres plateformes similaires et le programmeur qui nous a aidé à développer eTIC est le même programmeur de eButterfly. Donc, il y a beaucoup de similarités et ça nous a beaucoup aidé à développer notre produit. Et donc, quand les gens voient une tic, on prend une photo, c'est sûr qu'on donne certaines balises pour s'assurer que la photo soit bonne. Ensuite, la photo et les données associées vont être téléchargées dans notre application sur notre site web. Ici, une chose qui est importante, je vais essayer de faire le lien encore une fois avec la géomatique, c'est-à-dire que lorsque les gens trouvent la TIC, ils doivent absolument ou bien entrer une adresse ou déposer un PIN sur un Google Maps. Donc, chaque TIC qui est soumise est géoréférencée, en plus de la date et de l'autre. Donc, est-ce que ça a été une tique retrouvée sur un humain, un animal ou dans son salon, par exemple? Et donc, lorsque le processus de soumission est complété, on parle ici de 2 à 3 minutes, il y a un membre de mon équipe qui reçoit une notification et cette tic-là va être identifiée par un administrateur régional. Donc, j'ai des équipes dans chaque province parce que la faune de tic change. Aussi, la connaissance du territoire parce qu'on vérifie que tout ce qui est coordonnées géographiques sont un bon match pour la ville qui a été entrée aussi. Et donc, on a des identificateurs dans chaque province et lorsque la TIC a été identifiée, deux choses se passent. Donc, on a immédiatement un point qui apparaît sur la map publique. Donc, notre carte, dans le fond, elle est mise à jour en temps réel. Et en même temps, il y a un courriel qui est envoyé à la personne qui a soumis la TIC pour donner des informations qui sont liées pas seulement à l'espèce qui a été retrouvée, mais aux ressources disponibles dans la province de résidence. Parce que on a différentes faunes dans différentes provinces et le taux d'incidence de certaines bactéries, comme celle qui cause la maladie de Lyme, varie beaucoup d'un endroit à l'autre. Donc, on donne des informations qui sont différentes, mais on doit prendre en considération les ressources de santé publique disponibles, qui elles aussi varient d'une province à l'autre. Donc, certaines provinces vont dire allez voir le docteur et certaines autres provinces vont dire allez pas voir le docteur à moins que vous ayez des symptômes. Donc, ça nous permet de disséminer une information qui est très précise et qui est très ciblée à un moment où les gens écoutent.
parce que souvent, quand on dissémine de l'information sur l'éthique, les gens se sentent très peu concernés jusqu'à temps qu'ils en trouvent une. Et lorsqu'ils en trouvent une, ils se mettent à googler n'importe quoi et il y a beaucoup d'informations contradictoires ou des fois très, très alarmistes qui peuvent être retrouvées. Donc, nous, on essaie de contrer ou au moins améliorer un peu ça en fournissant de l'information ciblée. La structure, c'est pas très important, je l'ai déjà mentionné ici. J'ai plusieurs équipes dans chaque province et on travaille en collaboration avec non seulement des équipes académiques, donc qui permettent de compléter les identifications, mais tous nos messages sont développés en collaboration avec les santé publiques régionales. Encore une fois, pour s'assurer qu'ils sont à date et qui reflètent de façon adéquate les ressources disponibles dans chaque province. Importante, c'est que nos données, on a des champs qui sont publics. Donc, lorsque les gens vont sur eTIC, ils peuvent voir la date, l'espèce et la localité de chaque tic qui a été récolté. Mais on récolte aussi certaines autres données qui, elles, ne sont pas publiques. Donc, par exemple, lorsque les gens veulent partager cette information-là, on a le sexe et l'âge des humains, par exemple, ou la sorte d'animal sur laquelle la tic a été récoltée. Donc, toutes nos données sont partagées avec tous les partenaires, donc que ce soit les santé publique, les équipes académiques, et les données publiques sont aussi disponibles sur demande pour n'importe qui voudrait jouer avec, jouer avec ou regarder un peu plus en détail ce qu'on a dans ce jeu de données-là. Donc, rapidement, j'ai déjà mentionné un peu l'historique derrière ITIC et le fait que c'est quand même pas une nouvelle initiative, c'est quelque chose que j'ai développé ou j'ai lancé pour une première fois en 2014. On a fait un pilote avec des vétérinaires au Québec, donc j'avais des partenaires de la santé publique fédérale et provinciale. On a publié un article en 2017 qui démontrait, dans le fond, que oui, c'était possible d'identifier des photos de tiques qui avaient été prises par des non-professionnels et que notre plateforme était facile à naviguer. Donc, c'était génial parce que ça nous a permis d'appliquer pour un financement plus substantiel pour développer la plateforme à l'extérieur du Québec et bien sûr la rendre publique. Donc, passer outre le projet pilote. Et donc ici, notre financement actuel s'étire jusqu'en 2022, mais on est en attente d'une augmentation, pas d'une augmentation, mais d'une année additionnelle, 2023. Et quelque chose qui était très important, en fait, dans notre développement, c'est qu'en 2020, on a finalement réussi à développer notre application mobile, qui était un des objectifs de la subvention qu'on a reçue pour le projet. Et ça a beaucoup changé la dynamique au niveau des soumissions. Donc, juste pour recadrer un peu, en 2014, l'utilisation des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires était pas aussi commune qu'aujourd'hui et surtout pas l'utilisation d'applications. Donc, il y en avait beaucoup, mais c'était pas encore quelque chose de très, très... on n'en voyait pas tant que ça. Aujourd'hui, on en voit partout et vraiment, ça a été quelque chose qui a beaucoup, beaucoup on se rend compte à quel point est-ce que ça a contribué à la collection de nos données parce que la majeure partie, du moins environ 70% de nos soumissions proviennent de gens qui se soumettent par l'application plutôt que directement sur notre site web. Donc, c'est pas un projet qui s'est développé du jour au lendemain. Donc, une fois qu'on avait fait le proof of concept, ça nous a pris du temps à en fait, à convaincre les différentes provinces de participer, à recruter des partenaires. Et donc, on est allé doucement. On a commencé au Québec en 2017 et on a ajouté des provinces une à la fois ou quelques-unes par année. Et donc, cette année, j'étais très, très contente de voir qu'on avait maintenant toutes les 10 provinces canadiennes et on est vraiment pour parler là, avec les territoires. Je suis très optimiste qu'on devrait avoir la collaboration du Yukon et des territoires du Nord-Ouest rapidement. On est encore à chercher des partenaires pour le Nunavut, mais j'espère que ça sera rapide parce que, comme je disais, jamais on va proposer ITIC dans une province si on n'a pas la collaboration de la santé publique provinciale ou territoriale dans ce cas-ci pour nous aider à développer nos messages. Donc, quel genre de données est-ce qu'on a? Donc, encore une fois, la portion géomatique, juste pour vous montrer un peu comment ça a évolué. Ici, j'ai des petits print screens là, de nos données des années précédentes. Donc, en 2019, on était seulement au Québec, une seule province. On a eu, en fait, pardon, 3 provinces, Ontario, Québec et le Nouveau-Brunswick. Et on a eu là, à peu près
juste un petit peu plus de 1000 soumissions. L'année suivante, ça s'est accéléré beaucoup. Donc, on a ajouté encore là, quelques nouvelles provinces. On peut voir que la Saskatchewan a été très occupée en 2020. Et donc, cette année-là, on a eu beaucoup plus de soumissions, mais c'est aussi l'année dans laquelle on a lancé nos applications mobiles en pleine COVID. Donc, malgré qu'on ait eu vraiment de la difficulté à obtenir de l'espace médiatique, donc c'était pas possible de donner d'interviews, c'était vraiment difficile, autre que sur les médias sociaux, on a quand même réussi à avoir là, un certain intérêt pour nos applications mobiles qui ont été téléchargées quand même souvent. On peut voir ici là, que c'est du 2 pour 1 sur Apple versus Android. Mais ça a été vraiment quelque chose qui semble nous avoir bénéficié. Donc, beaucoup, beaucoup de gens ont soumis et ont téléchargé l'application. Cette année, par exemple, on se trouvait bon en 2020, mais cette année, en 2021, ça a été vraiment une année exceptionnelle. Tellement de soumissions qu'on a même atteint la limite de notre hardware et de notre software. Il a fallu qu'on aille se chercher des serveurs additionnels. On a eu des pics d'activité qui ont été vraiment incroyables. Donc, même si l'année n'est pas terminée, mais en gros, c'est pas mal terminé, on a déjà le double des soumissions qu'on avait obtenues l'année passée. Donc, on voit aussi que l'intérêt pour notre application a grandi rapidement. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui nous a assez surpris. Bien sûr, cette carte-là, avec tous les petits points, on ne peut pas tout voir les détails, mais on voit que les provinces où ça a été très, très, très actif, c'est particulièrement l'Ontario et la Nouvelle-Écosse cette année, alors que l'année dernière, c'était encore l'Ontario, toujours l'Ontario, mais surtout la Saskatchewan. Donc, le nombre de soumissions par province semble varier d'une année à l'autre. Vraiment rapidement, ça ici, c'est quelque chose que je lance un peu à la communauté de géomatique ici, c'est qu'on a travaillé sur un nouveau format de carte pour essayer de rendre, parce que là, on est rendu avec vraiment beaucoup de points, ça rend le loading time plutôt lent, que ce soit sur notre site web ou sur l'application. On a essayé de trouver des façons pour améliorer l'exercice de navigation. Au départ, on était assez contents. Bon, on voit ici, on a l'impression que les points sont tous dans le sud des provinces. C'est juste un artefact du fait que vu que la plupart des les points sont dans le sud, ça tire les centroïdes. Mais un des problèmes qu'on a, c'est qu'on se rend compte que les chiffres qui apparaissent ici ne sont pas vraiment en fait, ne sont pas le nombre total de soumissions, mais plutôt le nombre total de localités. Donc, les gens qui ont utilisé la même localité exacte, par exemple, certaines cliniques vétérinaires, apparaissent ici comme une seule soumission. Donc, pour l'Alberta, par exemple, qui semble vraiment, les cliniques vétérinaires utilisent beaucoup, beaucoup, beaucoup ITIC. On a presque 600 soumissions, je pense, cette année, mais il y en a seulement 392 qui apparaissent ici. Donc, c'est un petit puzzle. La raison pour laquelle je vous lance ça, c'est que on a lancé la nouvelle carte la semaine dernière et là, on commence à essayer de figurer si c'est quelque chose qui nous plaît ou si on voudrait retourner au modèle d'avant. Donc, si vous avez des suggestions, ça serait sympathique. Mais bon, on va continuer. On va retourner un petit peu sur la qualité des données qui nous sont soumises parce que c'est sûr que lorsqu'on travaille avec des photos, il y a des limites. On n'est pas aussi bon là, dans nos identifications qu'avec des spécimens. Et on voit qu'il y a environ 75 des soumissions qu'on peut identifier, donc ce qu'on appelle une soumission valide. Donc, tous les points qui sont visibles au public sont les soumissions valides. Mais pour 3 soumissions valides, on en a une qui est invalide, donc qui n'apparaîtra pas sur la carte. Et il y a 2 raisons majeures. Une qui est que ben, ce n'était pas une tique. On reçoit toutes sortes de choses. On a des charançons, des punaises de lit, des araignées, beaucoup, beaucoup de mythes, mais on a aussi quand même une proportion non négligeable de photos de mauvaise qualité. Donc, on ne parle pas nécessairement ici de résolution. On parle de gens qui ne vont pas nécessairement lire les instructions et qui vont nous fournir une très bonne photo d'un angle qu'on ne peut pas utiliser. Et malheureusement, on n'est pas capable de fournir d'identification, à moins que les gens nous fournissent une meilleure photo. Mais ça nous donne quand même, on voit qu'on était quand même très, très satisfait de voir qu'il y a un petit peu plus de 75 des soumissions qui sont valides. Donc, c'est non négligeable. Qu'est-ce qu'on voit? Ben, ce qu'on voit, dans le fond, c'est ici, on voit les données compilées pour toutes les provinces. 2020, on avait seulement 6 provinces participantes, mais on voit que lorsqu'on regarde les données globales, encore une fois, les portraits sont différents d'une province à l'autre. On peut avoir un gros pic au printemps et un pic secondaire à l'automne.
Et selon la province, on peut voir par exemple que l'Ontario, elle a un gros pic de printemps et un gros pic d'automne, mais que certaines autres provinces, comme la Saskatchewan par exemple, va seulement avoir un pic au printemps et aucun pic à l'automne. Donc 2020, c'était une saison quand même, on était très satisfaits avant de voir les chiffres de cette année. Et on voit que le pic du printemps a duré environ 4 semaines. Donc, autour de la mi-mai au mois de juin, on en avait à peu près 600 soumissions par semaine. Donc, un pic qui a duré environ un mois. Les gens pensent souvent que les tiques sont beaucoup plus actives l'été. Il y a certains stades, surtout les nymphes, qui sont beaucoup plus petites, donc plus difficiles à voir. Mais au niveau des soumissions sur e-tiques, les gens ont tendance à soumettre des tiques qui sont un peu plus grosses, donc souvent des adultes. Et donc, on a beaucoup plus d'activité au printemps et à l'automne, mais souvent, la tique à pattes noires, par exemple, elle va être active aux deux pics, mais il y a d'autres espèces communes, comme la tique, en fait, il y en a plusieurs autres que je vais vous montrer dans quelques minutes, qui, elles, sont retrouvées seulement au printemps. Donc, on a des dynamiques qui sont différentes. Si on regarde pour 2021, on voit qu'il n'y a pas vraiment de différence dans les tendances au niveau de la courbe. Ça a été une année très forte pour les tiques 2021. Je vais en parler un petit peu tantôt au niveau de la composition d'espèces, mais toute la communauté des gens qui travaillent dans le milieu s'entendent pour dire que ça a été une année où il y a eu beaucoup, beaucoup de tiques, alors que l'année dernière, même si on était très satisfait, c'était une année où il y avait eu peu de tiques si on regarde les comparaisons sur plusieurs années. Et donc, cette année, on voit que l'Ontario, encore une fois, au pic du printemps, s'est démarqué. Mais cette fois-ci, ce n'était pas la Saskatchewan, la deuxième province où il y avait le plus de tiques, c'était vraiment la Nouvelle-Écosse. Donc, on a eu, en fait, c'est le nombre de tiques, considérant la taille et le nombre de résidents pour la Nouvelle-Écosse, était très impressionnant cette année. On voit que le pic d'automne a été plus fort. Encore une fois, on a pas mal d'actions au niveau de l'Ontario, mais on voit que le Québec en orange ici se démarque beaucoup au niveau du pic d'automne. Et je vais vous montrer un peu là, les différences en composition d'espèces qui sont assez particulières et assez distinctives d'une province à l'autre dans quelques secondes. Donc, on voit ici, je vous parle des deux espèces les plus communes. Donc, la tique à pattes noires, qui est dans l'est du pays, le vecteur, en fait, je ne dirais pas le seul vecteur de la maladie de Lyme, mais de très, très, très loin, le vecteur le plus commun et le plus compétent. Et on a ici la tique américaine du chien, qui, elle, ne transmet pas la maladie de Lyme, mais qui peut être très abondante. Et si on regarde au total, que ce soit 2020 ou 2021, on voit que la tique dermacentor, elle est beaucoup plus abondante que la tique à pattes noires ou toutes les autres espèces restantes, on en a environ une dizaine, ensemble. Donc, vraiment, cette année, en 2021, ça a été une année record au niveau des dermacentaures. Donc, c'est un groupe qui a connu vraiment un gros pouls. Et souvent, les conditions, comme ce sont des insectes qui ont un cycle des insectes, pardon, des arthropodes, qui ont un cycle de vie de 2 ou 3 ans selon l'espèce, souvent, il faut retourner en arrière 1 an ou 2 pour essayer de comprendre les dynamiques qui pourraient mener à une surabondance de certaines espèces. Et donc, c'est ce qui semble s'être passé cette année avec Dermacentor dans l'est du pays. Généralement, on la voit très, très abondante en Saskatchewan et au Manitoba, mais cette année, c'est vraiment l'Ontario et la Nouvelle-Écosse qui ont contribué là, à des proportions très élevées de ce groupe d'espèces-là. Où est-ce que les gens trouvent ces tiques-là? Ben, on voit que la plupart des tiques soumises proviennent de tiques qui ont été retirées sur des humains et que ça change très peu là, d'une année à l'autre. On a toujours des proportions qui se ressemblent et il y a certaines espèces où la tique n'était pas attachée, donc les gens vont la trouver ou bien elle s'est détachée ou ils la trouvent dehors. Mais en général, on voit que les tiques soumises étaient reliées à un autre, que cet autre-là soit humain ou animal. Un petit volet ici, quelque chose que je voudrais mentionner, si vous avez eu des expériences ou si vous avez des animaux. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la proportion par espèce
au niveau de l'autre change un peu. Donc, si on regarde au niveau des animaux de compagnie, on voit que la proportion de tiques à pattes noires, donc le vecteur de la maladie de Lyme, est relativement élevée. Donc, le portrait global, encore une fois, là, pour tout le pays. Alors que si on regarde au niveau des humains, on voit que majoritairement, les morsures sont, ben, en français, on dit piqûre, c'est mon cerveau anglophone là, qui dit morsure. On voit qu'au niveau des morsures ou des piqûres sur les humains, on a une plus forte proportion de dermacentas, ce qui est quand même une bonne nouvelle puisque cette espèce-là n'est pas un vecteur compétent. Petite parenthèse, on voit bien que je n'ai pas le binomial complet ici. C'est parce qu'il y a 3 espèces de dermacentaires au Canada, une très, très abondante, 2 beaucoup plus rares. Et comme elles sont très, très similaires, on ne peut pas les différencier juste en utilisant des photos. Donc, on les a regroupées et au niveau de la présentation de données, c'est pas trop un problème pour nous de tous les regrouper ensemble puisqu'on sait qu'au moins 99%, c'est toujours une seule espèce d'Hermacentor variabilis. Donc, rapidement, je vais vous parler un petit peu du profil par province parce qu'on est toujours un peu curieux de se dire ce qui se passe chez nous. Et je vais vraiment, quelque chose qui nous surprend, c'est qu'on aurait tendance à penser que le profil de distribution puis d'abondance va être le même pour tout l'est du pays, ou du moins que l'Ontario et le Québec auraient des compositions similaires. Et on peut voir ici vraiment un gros contraste. Donc, on voit que l'Ontario et la Nouvelle-Écosse, ici, c'est les données de 2021, mais les patrons sont relativement stables d'une année à l'autre. On voit énormément de dermacentaures, donc la tique américaine du chien, et des proportions plutôt faibles d'Ixodes scapularis, la tique à pattes noires, alors que lorsqu'on se tourne vers le Québec, le Nouveau-Brunswick et l'île du Prince-Édouard, et on voit ici qu'on a moins d'abondance, mais les proportions sont complètement inversées. C'est-à-dire qu'au Québec et dans les 2 autres provinces ici, on a majoritairement de la tique à pattes noires, donc le vecteur de la maladie de Lyme, suivi ensuite de la tique américaine du chien et une bonne proportion d'autres espèces. Donc ici, on a la tique de la marmotte, mais on en a plusieurs autres qui, certaines pouvant être vecteurs de maladies transmises par les tiques, mais généralement considérées comme peu importantes au niveau médical ou vétérinaire. Si on va voir dans l'ouest un petit peu plus au haut du graphique, ici, on voit que la Colombie-Britannique, encore une fois, c'est un profil différent. Donc, on a ici Ixodes pacificus, qui est la tique à pattes noires de l'ouest, un autre vecteur de la maladie de Lyme, mais qu'on retrouve seulement en Colombie-Britannique. Et donc, une très bonne proportion dans cette province-là, qui s'est jointe seulement cette année. Donc, on espère là, avoir beaucoup plus de soumissions l'année prochaine. On voit aussi que le profil est différent. On a Ixodes angustus qu'on ne retrouve pas ailleurs. Même chose avec l'Alberta, un nouveau venu. On voit en bleu, par exemple, partout de très fortes proportions de dermacentaures, contrairement à la diapositive d'avant où on voyait qu'au Québec, là, c'était presque juste de la tique à pattes noires. On voit ici là, qu'il y en a très peu. Donc, vraiment des profils différents. Un petit clin d'œil ici pour Terre-Neuve et Labrador. On a eu une équipe de chercheurs qui travaillait sur les oiseaux et ils nous ont soumis plein de Ixodes suriae, qui est une espèce associée avec les oiseaux marins. Et donc, la proportion ici est un peu un artefact. On voit qu'il n'y en a pas beaucoup et la plupart ont été soumises par une équipe de chercheurs. Donc, c'était vraiment quelque chose d'assez particulier. Mais c'est ça. Donc, vraiment ici, le point que j'essaie de faire, c'est que le profil de la composition d'espèces est très, très variable et très différente d'une province à l'autre, même quand les provinces sont adjacentes et on pourrait penser qu'ils partagent là, une faune et une abondance similaire. Donc, ben, je vais tranquillement essayer de terminer la présentation. Qu'est-ce qui nous attend? On s'en va vers quoi? Mais en ce moment, je travaille très fort pour essayer de développer une stratégie pour pouvoir maintenir la plateforme passé 2023. Donc, je suis en négociation avec la santé publique fédérale pour arriver à trouver, essayer de régulariser ce qui était un projet de recherche en un programme de surveillance parce que la plateforme s'est révélée vraiment être un outil très, très utile pour les différents paliers de gouvernement
particulièrement en temps de COVID. Mais bon, on s'attend à ce que des outils comme ceux-là deviennent de plus en plus utiles, surtout que les différents laboratoires de santé publique sont très, très, très occupés. Donc, c'est ma priorité en ce moment. Je me croise les doigts, mais on va être optimiste. Et ce que ça nous permet de faire, donc je vous ai montré des données qui ont été acquises au niveau des dernières années. On avait fait une démonstration que le concept fonctionnait, mais là, on commence à avoir des jeux de données intéressants. Donc, là où on s'en va, c'est vraiment essayer de développer donc des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux outils, des nouveaux partenaires, commencer à regarder ce qu'on peut faire avec toutes ces données-là qui sont géoréférencées. J'ai différents partenaires dans les différentes provinces avec différents intérêts, différentes expertises, mais on élargit toujours les équipes. On continue bien sûr à suivre ou à faire le suivi de changements d'abondance et de compétition. Donc, je vous ai parlé beaucoup de la tique à pattes noires. Il y en a certains, par exemple, il y en a certains d'entre vous qui ont peut-être entendu parler de la tique étoilée. Donc, c'est une tique qu'on retrouve sur la côte est américaine et qui fait son petit chemin vers le nord. Je dirais tranquillement, pas vite, mais bon, je vais y aller pour assez rapidement. Et malheureusement, c'est une tique qui est très agressive. Elle est liée avec plusieurs maladies ou plusieurs pathogènes, mais aussi une allergie à la viande qui est causée directement par la morsure de cette tique-là. Et c'en est une qu'on regarde avec beaucoup d'intérêt. On en reçoit, on en a une cinquantaine à peu près là, depuis quelques années, toutes transportées par des oiseaux. C'est une espèce qui n'est pas implantée encore au Québec, mais tous les modèles pointent vers le fait que ça s'en vient et probablement que les premières portes d'entrée vont être le sud du Québec et possiblement l'Ontario. Donc, on garde les yeux ouverts parce que les outils d'éthique, particulièrement notre carte, comme ils sont mis à jour en temps réel, ça permet, pas juste à nous, mais à n'importe qui, de voir lorsqu'il y a des changements rapides au niveau de la distribution ou de la composition d'espèces. Donc, vraiment, on continue à garder un œil sur des changements particuliers ou la venue de nouvelles espèces invasives et problématiques là, dont on doit vraiment, là, auxquelles on doit porter attention. Et finalement, quelque chose qui est nécessaire, c'est que c'est pas parce qu'on a développé un programme qui fonctionne bien, qu'on a des équipes d'identification, qu'on ne doit pas changer ou garder s'assurer que nos messages sont mis à jour. Donc, en continu, lorsqu'il y a des nouvelles éclosions, par exemple, des changements au niveau des proportions de certaines maladies. Il y en a peut-être d'entre vous, par exemple, qui ont entendu parler là, des cas d'anaplasmose qu'il y a eu en Estrie cet été. Toutes des choses qui peuvent nous mener à changer la composition de nos messages et à offrir, en fait, ce n'est pas nous qui les offrent, mais à s'assurer que les gens sont au courant des services qui sont offerts dans leur province. Et donc, on travaille avec les différentes santé publiques pour garder nos messages toujours les plus à date possibles. Donc, je pense que ça couvre là, ce que j'avais envie de vous parler aujourd'hui, ce dont je voulais vous parler. Et comme je disais, c'est vraiment une présentation qui est basée sur l'acquisition de données et on cherche des suggestions, particulièrement des choses qu'on pourrait faire au niveau de la géomatique. J'ai eu quelques discussions avec Bruno, mais s'il y en a d'entre vous qui s'intéressent, contactez-moi et ça va me faire plaisir de discuter de ça avec vous. Donc, je vous remercie beaucoup. Jade, c'était super intéressant. Donc, est-ce qu'on a des questions? Tiens, Est-ce que je partage encore mon écran, Bruno? Excuse-moi. S'il y a des gens qui ont des questions spécifiques. OK, parfait. Moi, je me demandais. OK. Ah, ben Alain m'a pris de vitesse. Alain Royer. En fait, il y a des logiciels qui permettent de faire la reconnaissance automatique d'objets. Bien sûr. Sur le web, on trouve des logiciels là, pour reconnaître des plantes, des champignons et tout ça. Est-ce que vous avez développé un logiciel qui reconnaît automatiquement quel tic c'est ou c'est vous qui le faites, cette En fait, c'est nous qui reconnaissance? le font parce que les logiciels qui existent en ce moment, donc si on va regarder iNaturalist ou Detectic, donc il y a plusieurs logiciels qui existent. Malheureusement, la résolution des photos et probablement les training sets ne sont pas encore excellents. Donc, pour le moment, on le fait manuellement. Je vous dirais que c'est la partie du processus qui est
le plus rapide. C'est très, très, très rapide. Ça nous prend quelques secondes. L'identification en tant que telle n'est pas vraiment le nerf de la guerre là-dedans, autant de s'assurer de la qualité des données de soumission, donc la localisation, de s'assurer que les données fonctionnent, donc que la ville qui est mentionnée match le point sur la carte. Donc, pour le moment, on n'utilise pas d'intelligence artificielle, mais on est en train de regarder la possibilité d'utiliser un système de triage pour séparer les dermacentaures des autres. Parce que les dermacentaures sont assez caractéristiques, assez faciles, que pour le moment, c'est faisable. Donc, c'est quelque chose qu'on prévoit intégrer dans notre routine dans l'année ou les 2 années à venir. On ne l'a pas fait pour le moment parce que, comme je disais, c'est vraiment une petite portion là, de notre temps qui est dédié à l'examination des photos, mais c'est définitivement quelque chose qu'on va faire. Mais pour le moment, si on regarde, mettons, sur iNaturalist, les résultats d'identification sont très mauvais. Donc, c'est juste pas encore au point, je dirais. Et moi, je disais plutôt ça dans le sens que si la personne qui prend la photo voit que le logiciel ne reconnaît pas automatiquement quel tic c'est, ben, il va reprendre une photo. Enfin, ça va faire un tri déjà au départ. Il ne va pas vous envoyer des mauvaises photos si déjà au départ, il n'est pas capable de le reconnaître. Oui, c'est sûr que ça pourrait faciliter au niveau de la soumission. Mais comme je disais, 75% des photos sont déjà très, très bonnes. Souvent, les photos qui sont mauvaises, les gens sont incapables de nous en fournir des meilleures. Donc, ça serait probablement une bonne façon de les décourager à soumettre des photos qui sont très mauvaises. Et ça pourrait être un bon outil là, de triage au départ. Ah, d'accord. Ouais. Merci. Ah, c'est bien intéressant. Ouais. On a aussi une autre question d'Alexandre. Est-ce que, Alexandre, tu veux la dire à voix haute ou je la lis? OK, ben, je vais la lire. Est-ce que vous avez fait un lien entre la répartition des tiques et les écocentres au Canada ou est-ce que la tendance est plutôt nord-sud? J'essaie de comprendre, est-ce qu'on parle au niveau des changements de distribution ou... La personne n'a pas de micro, ça va prendre peut-être plus de temps. Peut-être si c'était possible, parce que je ne suis pas certaine de bien comprendre la question. Moi, pendant qu'il écrit, j'ai une question qui est un peu similaire. En fait, est-ce que, parce que faire le lien dépend beaucoup de la stratégie de déclaration. Est-ce qu'il y a des endroits où la déclaration s'en vient obligatoire Tu parles pour la maladie de Lyme ou pour le contact avec les tiques? pour le contact avec l'éthique? Non, absolument pas. Donc, la maladie de Lyme est une maladie à déclaration obligatoire au Québec. Ben, en fait, au Québec, au Canada, partout. Donc, chaque province a changé d'une année à l'autre. Mais les morsures de tiques ne sont absolument pas à déclaration obligatoire parce que, ben, premièrement, se faire mordre par une tique ne veut absolument pas dire qu'on va avoir une maladie, même si on est mordu par une tique à pattes noires, même si cette tique-là est infectée. Donc, euh, la proportion de gens infectés par rapport à la proportion de gens mordus, elle est très faible. Donc, je pense que c'est quelque chose qui serait probablement pas faisable. Pour spécifier l'autre question, dans le fond, je dois avoir été dyslexique, là. Comment se, la question, c'est dans le fond, comment se déplacent les tiques? Il semblerait que j'ai dit par erreur, là, écocentre, c'est écozone, là. Donc, la répartition entre les écozones du OK. Canada. Ben, en fait, ça varie. Pour le moment, on n'a pas encore regardé là, les overlays là, d'écozones et de distribution. Ce qu'on voit, par exemple, c'est vraiment on a des changements. Les changements semblent plus drastiques dans l'Est et semblent pas tant suivre les modifications d'écozones autant que, ben, c'est sûr que ça change. Ils suivent les modifications climatiques. Donc, la température va permettre plus il fait chaud l'hiver, plus certaines espèces peuvent se permettre de s'établir un petit peu plus au nord à chaque fois. Mais on s'entend là, que la température ne varie pas juste en fonction de la latitude. Mais on a beaucoup aussi d'autres facteurs qui sont plus des changements au niveau de la fragmentation du paysage et tous les autres, les autres, HOTES, qui font partie du cycle de vie de la tique, parce que ces tiques-là, donc je vois et le mouvement des animaux sauvages, absolument. Donc, le mouvement des animaux sauvages met
en particulier les animaux qui ont une nature un peu plus anthropique, donc les petits rongeurs qui servent de premier hôte. Donc, les petits rongeurs servent, lorsqu'on a beaucoup de petits rongeurs, on va souvent avoir des explosions. Et lorsqu'on a une fragmentation de paysage, un peu comme en banlieue ou des centres périurbains, c'est des circonstances qui vont mener souvent à une augmentation de la quantité de tiques dans le paysage. On pense souvent au chevreuil. Le chevreuil, lui, a un peu un autre rôle, c'est-à-dire que lui-même n'est pas un vecteur de la maladie de Lyme. Donc, les tiques qui vont sur le chevreuil ne vont pas attraper la maladie de Lyme en se nourrissant du chevreuil, mais le chevreuil est un autobus à longue distance qui peut venir vraiment influencer le voyage des tiques. Donc, on en a beaucoup aussi qui voyagent sur des oiseaux, mais ces espèces-là, on les retrouve de façon ponctuelle, ne sont pas établies. Donc, c'est vraiment la température qui va déterminer si la tique peut survivre l'hiver et recommencer son cycle de façon locale. Mais on a beaucoup, beaucoup de transport au niveau des oiseaux. Qui viennent du sud, mais on voit aussi beaucoup de mouvements d'est en ouest. Donc, on retrouve en Alberta et en Saskatchewan, à l'occasion, des espèces beaucoup de tiques à pattes noires, par exemple, qui vont migrer sur des oiseaux. Donc, oui, les animaux jouent un rôle important là, dans l'étalement, mais c'est vraiment le climat et la fragmentation du paysage là, qui va permettre l'établissement dans certaines régions. Donc, j'espère que ça répond à la question. On a aussi une question de Geneviève Crevier. Bonjour, merci pour la présentation. C'est toujours pas Geneviève, mais c'est pas grave. Excuse-moi. J'avais envie comme de rebondir sur ce que vous disiez sur l'intelligence artificielle tantôt. Vous avez dit que vous avez peut-être fait des tests avec des choses, des modèles qui étaient déjà pré-entraînés, qui n'étaient pas très performants. Je me demandais, mais dans quelle mesure vous avez déjà vous-même votre base de données qui a l'air très conséquente, des milliers, peut-être des dizaines de milliers d'images spécialisées déjà avec les différentes espèces de tiques. Quand est-ce que vous lancez un projet où vous faites votre propre entraînement de modèle d'intelligence artificielle pour l'éthique, vous avez tout ce qu'il faut, il n'y a plus qu'à rentrer les dossiers puis ça part tout seul? C'est ça que je vous mentionnais. Donc, on est rendu là. La première étape, c'est d'essayer de séparer les dermacentaures des autres. Parce que oui, on a un paquet d'autres photos. Au niveau du nombre de photos qu'on a par espèce, on a énormément de photos pour 2 espèces. Pour le reste, on n'en a vraiment pas assez pour faire une troisième peut-être. Donc, on est rendu là à essayer de développer là, des modèles pour séparer les dermacentaures des autres, qui serait déjà une très bonne étape. Et je dirais que ce qui nous ralentit pour le moment, c'est les ressources humaines et aussi, comme on travaille tellement fort à essayer de s'assurer qu'on va avoir une certaine pérennité, donc je ne parle pas ici d'un projet de recherche, mais vraiment plus le volet service du projet, qu'il a fallu faire des choix. Donc, ça fait partie, dès qu'on va avoir une confirmation que le projet va survivre, mais on sait très bien que ce n'est pas une question de si, c'est une question de quand. Et ce ne sera pas quelque chose qui va être très compliqué à implémenter parce qu'il y a tellement de ressources et beaucoup, beaucoup là, de gens dans le milieu, même au Québec, là, qui vont pouvoir nous épauler avec ça. Donc, on a déjà commencé à discuter et c'est vraiment quelque chose là, qui s'en vient. Comme je disais, on a les photos. Ce qui nous prend, c'est du temps et des collaborateurs, mais on s'en va vers ça. Puis, il ne faut pas oublier non plus qu'une fois que c'est implémenté, ça va va falloir s'assurer au niveau de l'intégration dans le workflow que ça va se faire de façon là, j'ai mon cerveau en anglais, reliable, que ça va être fiable en fait, parce qu'on est redevable là, au niveau, si c'était des oiseaux, si c'était autre chose, on se sent un petit peu moins redevable, mais lorsque c'est des espèces avec des informations avec des implications au niveau de la santé, on est un peu plus frileux, je dirais. Okay. Mais vous avez déjà des données séparées pour les 2 espèces principales, là. Elles sont déjà comme classifiées là. Absolument. Oui, oui, oui. Donc, les données sont là. Il reste vraiment juste à s'asseoir avec quelqu'un. Donc, si vous offrez, on est preneur. On a déjà aussi l'équipe de eButterfly là, qui ont commencé à développer ces outils-là aussi. Donc, comme je disais, c'est vraiment une question de quand et non pas de si. Ben, je serais bien curieux, peut-être on se contacte, puis si vous voulez m'envoyer des dossiers avec les images, j'aimerais bien essayer de m'en voir si ça marche. Bien, certainement. En fait, on va inverser ça parce que comme je ne vous connais pas, j'ai de la misère à vous retrouver. Si vous étiez capable peut-être de demander mes informations de contact à Bruno, ça serait vraiment sympathique. C'est bon, super, merci. Merci.
Super. Donc, je vais juste vérifier ici. Ça clôt les différentes questions. Est-ce qu'il y en a d'autres, dernières petites rapides pour Jade? OK. Parfait. Donc, merci beaucoup, Jade, pour ta présentation. C'était fort intéressant. Oui, effectivement, c'est de la géomatique. Acquisition, analyse, visualisation, on en a au moins 2 en tout cas. Donc, merci bien. Pour tout le monde, on vient de terminer les 2 blocs de présentation d'après-midi. On va poursuivre avec le panel de discussion avec le professeur Alexandre Langlois et Erwan Gavel, propriétaire de GeoGrid, ce soir. Donc, c'est au refuge du Brasseur, en personne cette fois-ci. Et on vous invite à partir de 19h, s'il y en a qui veulent arriver avant aussi, libre à vous. Donc, au refuge des Brasseurs, de 19h à 21h pour la suite de la journée de la géomatique ou du GISD. Donc, merci à tout le monde et on se revoit plus tard. Merci Bruno.